Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à un jeu de la gamme de chez Games Workshop. Il s'agit de Warhammer Underworlds Njardvald. Njardvald qui fait partie de la saison 7, si je ne m'abuse, de toutes les saisons dédiées, consacrées à ce jeu. Alors pour rappel, qu'est-ce que Warhammer Underworlds? Alors, je me suis pas foulé, je suis allé chercher le descriptif, donc sur la page officielle. Alors, descriptif, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ça n'a aucun intérêt, mais pour ceux qui seraient, on va dire, intéressés, qui envisageraient de passer à l'acte, voilà de quoi il s'agit. C'est un jeu rapide pour 2 joueurs qui livre des batailles d'escarmouches, c'est pour ça que ça m'intéresse, dans les tréfonds obscurs d'un mystérieux labyrinthe, utilisant des figurines finement détaillées, des paquets de cartes, des jets de dés, bon, pas tant que ça en fait au final, et un placement astucieux du terrain, des objectifs et des obstacles. Une partie de Warhammer Underworlds dure généralement 30 à 60 minutes, bon bah alors ça c'est vraiment pour les cadors. Construisez une pile implacable grâce aux nombreuses cartes universelles et propres aux factions et affrontez tous les adversaires. Donc effectivement, le jeu tourne principalement sur la construction de decks de cartes. Je dirais, moi, mon sentiment, après j'ai pas forcément énormément de recul sur ce jeu, les dés restent accessoires à mon sens. Le cœur du moteur, ce sont les cartes, donc les decks que vous allez préconstruire. Alors j'avais commencé, moi, il y a quelques années de cela, quand la saison 1 avait débarqué, j'avais investi dedans, j'ai même investi dans la saison 2, donc saison 1 c'était Shadespire, je rappelle qu'on est arrivé à 8 saisons au total. Warhammer Underworlds Njardvald que je vous présente aujourd'hui, c'était la 7e saison. Et j'ai vite décroché puisque on était clairement dans un jeu où il fallait optimiser sans cesse ses cartes, puisque c'est un jeu d'affrontement, c'est un jeu profilé pour les tournois. Et vous savez que moi, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui regardent la chaîne, vous n'êtes pas forcément adepte des jeux de tournois, puisque on sait qu'à chaque fois, ça se traduit, surtout chez Games Workshop, malheureusement, par une course à l'armement. Et ce qui a été le cas dès les premières saisons de Warhammer Underworlds. Moi, je me rappelle concrètement, pour la petite histoire, Warhammer Underworlds Shadespire, vous savez que moi, je peins mes figurines avant de jouer. Ben, le temps que je peigne, parce que j'avais d'autres projets à côté, évidemment, je suis pas monogame, devrais-je mieux prononcer. Voilà, j'aime bien avoir plusieurs jeux sous la main et le temps que je peigne, que voilà, j'assimile un peu les mécaniques du jeu qui restent assez simples en fait, puisque le jeu, vous allez le voir, on va parcourir les règles de jeu, ces nouvelles règles, ces nouvelles moutures si on peut dire, avec les petites modifications qui ont été apportées. On se joue en 3 tours, concrètement. Et donc dès que je retournais à l'assaut à laquelle j'étais parti, les mecs étaient déjà arrivés à la saison 3-4. Voilà, mes bandes étaient devenues complètement obsolètes. Sans compter que je me rappelle d'un collègue qui avait voulu organiser un tournoi. Bon ça a été une cata parce que lui c'est un joueur fluff. Et le problème c'est que il y a des joueurs qui sont optimisés vers le tournoi pur et dur. Donc ils avaient sillonné les forums, optimisé leur paquet de cartes et il y en a un, en fait il a roulé sur toutes les équipes parce qu'il s'était constitué le deck de la mort qui tue. Bref, bon du coup en fait j'ai fait que quelques parties et puis j'ai vite lâché l'affaire, j'ai abandonné. Et c'est malheureux parce qu'en fait Warhammer Underworlds fait partie du type de jeu que j'aime bien, moi, de type escarmouche, qui demande très peu de figurines, peu de surface, voilà, et je trouvais c'était intéressant de mettre un pied dans cet univers, puisqu'il faut reconnaître que les produits sont toujours d'excellente facture, de très bonne qualité. Voilà, bon après ils ont une politique commerciale, alors oui, ce sera toujours l'éternel débat, les entreprises ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, il faut bien se faire de la caillasse, donc voilà, après bon, le débat reste ouvert, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire plus intelligemment, en respectant le consommateur? Je suis d'accord, mais ça c'est un tout autre débat. Quoi qu'il en soit, j'attendais peut-être justement un déclic, le truc qui allait faire que j'allais revenir vers Warhammer Underworlds Shadespire. Et visiblement,
ils ont dû voir que leurs produits, les ventes étaient en diminution, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a eu une réflexion qui a été faite là-dessus, puisqu'ils sont arrivés en fait avec le fameux format Rivo. Alors le format Rivo, il l'annonce, hein, c'est une toute nouvelle façon de jouer à Warhammer Underworlds, conçue pour les débutants qui veulent en découdre sans avoir à passer des heures à examiner les cartes et construire une pile. Chaque bande est fournie avec son propre set de cartes uniques, constituant une pile compétitive, prête à l'emploi, et vous pouvez donc vous jeter tout de suite dans l'action. Voilà une bonne nouvelle. Et après, évidemment, pour ceux qui veulent vraiment jouer au-delà du format Rivo, il y a le format championnat. Alors ça, je ne sais plus si je crois qu'il y a eu un changement depuis la saison 8. Mais bon, je vous lis, quoi qu'il en soit, à quoi ça correspond. Le format championnat est la version la plus compétitive de Warhammer Underworlds, dans laquelle les grands maîtres construisent des piles de cartes innovantes pour pulvériser leur adversaire. Le ton est donné. Trouvez de puissantes combinaisons dans votre collection de manœuvres, améliorations, sorts et objectifs, et déchaînez-les pour remporter la victoire. Le format championnat est conçu pour le jeu de haut niveau, ce qui inclut les tournois. Donc vous l'aurez compris, en fait, voilà, maintenant on a, on va dire, 2 portes d'entrée pour pouvoir jouer à ce jeu, en profiter. Le format Rivo pour débutants, dont je fais partie, puisque c'est un jeu, moi je joue pas les tournois, je me répète, mais c'est vrai que j'aime bien l'univers de Warhammer Underworld, surtout Age of Sigmar, et je me dis tiens, ben voilà, à l'occasion, si je veux jouer avec un pote, un ami, les formats Rivo, c'est bien, ça permet de se faire une petite partie, d'appréhender la mécanique du jeu et de se faire plaisir. Pour ceux qui ont déjà toutes les saisons et qui adorent ce jeu et qui veulent aller toujours plus loin, crois que j'ai cru lire de ci de là qu'à un moment, même dans les clubs où le jeu était activement joué, il y avait une certaine désaffection justement, parce qu'il y a un petit peu normal aussi, hein, les saisons passent, c'est comme les séries télé, hein, les gens finissent un petit peu par se lasser, puisqu'il est très difficile de se renouveler, on va dire, régulièrement et puis de manière originale. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que je mets un pied dans cet univers. J'avais déjà fait une vidéo sur Warhammer Underworlds saison 1 chez Spire. Vidéo pas très bonne qualité. Je n'étais pas très content puisqu'en fait j'avais eu un plantage avec ma caméra. J'avais dû passer sur autre chose. La vidéo est toujours en ligne parce que j'ai fait le choix de dire bon, après tout, mettons-la en ligne. Ça fera déjà, enfin ça va peut-être m'obliger aussi à revenir dessus à un moment donné. Voilà, donc cette vidéo viendra compléter on va dire la première vidéo que j'avais faite. Et donc certainement, à l'occasion, il y aura d'autres vidéos qui vont se faire. Il n'y en aura pas non plus des milliers, mais comme vous savez que je touche un peu à pas mal de jeux, celle-ci viendra compléter celle que j'avais déjà faite la première fois. Et qui sait, il y en aura peut-être d'autres derrière. Maintenant, on va passer donc à la présentation de cette boîte. Donc, toujours de qualité, hein. C'est vrai que les visuels sont toujours excellents. Au dos, alors paf, qu'est-ce qu'on nous dit clairement? Warhammer Underworlds Nirnwool, les murs carnivores des cavernes sous le bois noueux se referment. Frayez-vous un chemin jusqu'à leur trésor caché pour vous en emparer. Donc, le contenu, 4 combattants de la meute de l'âme noueuse, 5 combattants des fils de Velmorn, 9 cartes de combattants recto-verso, pile de rivaux de 32 cartes pour la meute de l'âme noueuse, pile de rivaux de 32 cartes pour les fils de Velmorn, pile de rivaux de 32 cartes griffes et crocs, pile de rivaux de 32 cartes fouilleurs audacieux. Donc ça, on va regarder ça plus en détail dans le livre de règles que nous allons parcourir ensemble. Après, évidemment, on va avoir 114 pions, le livre de règles de 56 pages, 2 plateaux de jeu recto-verso et 11 dés, Warhammer Underworlds Nirnwool. Voilà. On regarde vite fait, donc on ouvre et on va regarder vite fait donc le contenant et le contenu. Donc le fameux livret de règles de 56 pages. Alors moi, on va le parcourir ensemble. Hein. On va prendre notre temps en fait. C'est ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu notre temps et de regarder ça. Les fameux planches de pions. Donc les points de gloire. Hein. Donc ça c'est un gabarit de déviation, ça c'est un jeton d'objectif, donc ça c'est les jetons pour se mettre en garde, etc. Les fameux jetons d'activation. On a 2 planches au total, voilà, avec les pions objectifs aussi, faut pas oublier. Ensuite on a les fameux plateaux de jeu. Alors,
moi personnellement, je suis pas fan. Autant les figurines, je les trouve vraiment superbes. Mais alors ces fameux plateaux là, personnellement, j'aime pas. Je suis resté bloqué en fait. Après, c'est une affaire de goût personnel. Hein. Moi, je kiffe, je surkiffe même. Au niveau design, les plateaux de la première saison, en fait. Vous voyez, Shadespire, la Cité Miroir, je les trouve magnifiques. Ceux-là, j'accroche beaucoup moins. Bon, alors là, ce côté... En fait, j'ai l'impression de regarder une œuvre d'art d'un artiste, vous savez, sous speed, new-yorkais, underground. Bon, le truc qui m'arrache les yeux, en fait, au final. Deuxième plateau. Bon, après, c'est censé représenter des bois, hein. C'est toujours pareil, je pense, une fois qu'on a mis les figurines sur le plateau, qu'on a attaqué la game, on fait abstraction. Mais j'ai un peu de mal quand même, je reconnais que moi, c'est pas ma cam. Voilà. Les fameux dés, que bon, j'avais ouvert les sachets, hein, donc ça c'est sympa de fournir les dés. Alors oui, ça c'est pas fourni avec, je reviendrai dessus durant la vidéo. Vous avez vu, c'est en fait une impression 3D des fameux pions d'activation. J'ai le bon nombre. J'ai pas fait le ménage. Hein. J'ai ouvert la boîte il y a un petit moment. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Tac. Donc j'en ai. Je sais plus combien j'en ai d'ailleurs. Enfin, j'ai le bon nombre. Hein. Bah si, il y a 4 activations. C'est combien déjà? Quand on active un personnage, ouais, il y a 4 activations, il me semble. Donc je devrais en avoir. Je devrais avoir le bon nombre. Je devrais avoir le bon nombre. Ouais, c'est bien ça. 4 pour chaque joueur, donc ce qui fait 8 au total, mais on reviendra dessus. Donc les dés, ah oui, alors ça c'est effectivement les éléments de terrain donc qui sont propres à cette saison 7 de la boîte Mirwood. C'est les éléments de terrain, donc là c'est couvert je crois, et de l'autre côté c'est entravement. Donc vous voyez, pareil. On va revenir dessus. C'est vrai que c'était pas prévu. J'ouvre la boîte, j'ai pas vérifié mon contenu. Je vous fais vraiment le truc à l'arrache. Et enfin, on a les decks de cartes. Alors là, c'est Griff et Croc. Alors qu'est-ce qu'on nous dit précisément? Intrigue. Si vous incluez dans vos piles au moins une carte avec le symbole Griff et Croc, montrez cette carte à votre adversaire lors de l'étape révéler les bandes et utilisez les règles qui suivent. Au début de l'activation d'un combattant ami, vous pouvez le commotionner. Ouais, donc c'est vraiment particulier. On a changé de design d'ailleurs. Ensuite là c'est fouilleur audacieux. Griff et Croc et fouilleur audacieux. D'accord. Et là, donc des fameux dés. Et là on a bien les piles de rivaux des fils de Velmand. Ce paquet inclut des cartes de combattants, une pile d'objectifs et une pile de pouvoir pour les fils de Velmand. Et pareil, pile de rivaux de la meute de l'Amnoise. Donc moi, c'est surtout ces 2 piles de cartes qui m'intéressent. Et si je fais une vidéo de gameplay, voilà, un petit rapport de bataille, ce seront ces cartes que je vais utiliser. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder plus en détail le livret de règles. Et quelqu'un va dire, mais what the fuck, où sont les figurines? Mec, tu t'es fait arnaquer, spoiler, c'est une horreur. Non, puisqu'elles sont peintes. Je les ai déjà assemblées et peintes. En fait, cette boîte, je l'ai reçue déjà. Enfin, je l'ai reçue. Je l'ai pas reçue, je l'ai achetée. Je l'ai reçue parce que j'ai dû la commander en ligne à tous les coups. En fait, oui, je les ai peintes depuis un bon moment, mais comme j'étais pas mal sur les jeux de western ces derniers temps, puis d'autres petits projets perso, voilà, j'ai mis tout ça de côté. Mais vous inquiétez pas, les figurines, je vais aussi vous les montrer. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble le livret de règles, de faire le tour du propriétaire. Ok, donc c'est parti pour présentation, tour du propriétaire, comme je l'ai dit, du fameux livret de règles de 56 pages. Alors, donc le sommaire, présentation donc de l'univers. Hein. On a du fluff, ce qu'on n'avait pas sur les premières saisons. Donc on nous explique, on nous parle du bois noueux, voilà. Donc c'est bien, parce que ça nous permet de nous immerger, voilà, de s'imaginer un petit peu l'univers dans lequel nos personnages vont combattre, vont évoluer. Voilà, la fin de Beast Grève, ok. Présentation donc des 2 bandes hein, qui vont s'affronter dans cet univers, la meute de l'Amnoise et les fils de Velmand.
Donc introduction, objectif du jeu, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Warhammer Underworld, c'est un jeu de stratégie, de combat expéditif et de subterfuge rotor pour 2 à 4 joueurs. Oui, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Dans ce jeu, chaque joueur contrôle une bande et affronte celle de ses rivaux en quête de gloire sur les champs de bataille. Secret des royaumes mortels, pardon. Les bases du jeu sont faciles à apprendre, mais vous y découvrirez rapidement une profondeur qui récompense les joueurs les plus assidus et les plus chevronnés. L'objectif du jeu, votre réussite, se mesure en points de gloire que vous gagnez en accomplissant des objectifs et en vainquant vos adversaires. Le joueur qui a marqué le plus de points de gloire à la fin de la partie est le gagnant. Après, on nous explique que dans ce livret de règles, donc, il y aura des règles standards et avancées. Les règles qui suivent sont les règles standards. Elles vous expliquent tout ce qu'il faut savoir pour jouer une partie de Warhammer Underworlds. Les règles avancées donnent plus de détails dont vous n'aurez pas besoin lors de toutes les parties, mais qui vous permettront de comprendre comment résoudre certaines situations plus complexes que vous rencontrerez en cours de jeu. Les règles avancées sont données dans des encadrés et vous pouvez les ignorer pour vos premières parties. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc nous, on va surtout regarder les règles standards. Donc le matériel du set de base, on l'a vu, on a donc les cartes combattants de la meute de l'âme noueuse, pile au format rivaux de la meute de l'âme noueuse, les cartes de combattants des fils de Vermande, pile au format de rivaux des fils de Vermande, et les piles au format rivaux de Griffes et de Crocs, et pile au format rivaux des fouilleurs audacieux. Ah, c'est des formats rivaux également, d'accord. Ensuite, on a les pions marqueurs, les points de gloire, activation, les marqueurs blessures, les pions de résurrection, ce que je connaissais pas, les pions de mouvement de charge, les pions de garde, de commotion, ça aussi c'est nouveau, les commotions, je ne connaissais pas, les pions de cases, c'est les cases inextricables, d'accord. Donc c'est des éléments de terrain, mais on appelle ça des pions de cases inextricables. Vous savez, les deux fameuses cases 3D que je vous ai montrées. Ensuite, on a bien un pion de déviation recto-verso, ça aussi, c'est lié au sort de magie, je crois. Et enfin, on a les 9 pions d'éléments recto-verso qui représentent les lieux importants et les trésors éparpillés de Talaxie. Et les plateaux, recto-verso, ça on l'a vu, donc avant de jouer, donc il faudra se constituer les bandes, donc la meute de l'âme noueuse et les fils de Vermande. Ensuite, on nous explique les cartes de combattants. Alors, si on en prend une, on va prendre celle-ci, la première qui nous tombe sous le nez, on va prendre Sardaukar. On va prendre la carte de Sardaukar, Blackwing. Donc, on nous explique en haut, donc c'est la photo de la figurine du combattant qui est ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ensuite, on a le nom du combattant, Sardaukar Blackwing. On a l'icône indiquant les traits du combattant, donc là. Et donc là, on voit qu'il y a la couronne, donc c'est le leader de la bande. Et enfin, là, on a un symbole, c'est son niveau de magie. Donc ça veut dire que lui, il est dans la capacité de lancer des traits. Ensuite, on a les caractéristiques du mouvement de combattant, donc 4. Caractéristiques de défense du combattant, lui, c'est sur les esquives et il a 2. Et caractéristiques de blessure du combattant, enfin les points de vie en fait. Bon là, il a 4 points de vie. Après, on a quoi? C'est les actions d'attaque du combattant. Donc lui, il en a 2. Il a le bâton sauvage. Donc, on nous indique la portée, le symbole d'attaque. Là, c'est le marteau. Le nombre de dés qu'il va lancer, 2. Et le nombre de dégâts qu'il inflige s'il touche. Donc 2 points de dégâts. Et il a très prédateur, et là, il a le symbole sort magie qui apparaît. Donc ça, c'est un sort à distance. Donc, portée 3. Donc avec le symbole qu'il doit obtenir sur les dés de magie. D'accord. Et enfin, dès qu'il touche, il inflige 1 point de dégâts. Et on a aussi le symbole, que je dise pas de bêtises, dans la grande alliance du combattant, qui est ici, et qui se retrouve là. Également, si je dis pas de bêtises, donc je parle sous votre contrôle bien entendu, si vous connaissez très bien le jeu. Et après une phase exaltée. Dans ce jeu, si vous remplissez les conditions, vous allez pouvoir vous exalter. Et il y a une petite différence aussi, je crois que vous pouvez perdre cette condition maintenant, puisque dans les cartes d'amélioration de sort, ou je sais pas quoi, on va voir ça, mais il me semble que, c'est précisé que vous pouvez perdre cette condition exaltée. Alors, c'est l'étape d'exaltation après avoir retiré un marqueur d'âme de cette carte. Donc, il faudra jouer avec des marqueurs âme.
Et donc, dès qu'on aura les conditions requises, on pourra exalter notre personnage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lutte, voilà la carte de Gorl. Parce que ça correspond à quoi? C'est les caractères... Non, c'est les aptitudes aux règles d'action d'attaque additionnelles. C'est comme ça qu'ils appellent, c'est encadré là. Donc, lutte et submergé. Tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a plus 2 en mouvement. Ah ouais, quand même. Il se déplace de 6 du coup. Et une bête vole et ne peut pas être exaltée. D'accord. Ok. Bon, ça me parle pas trop, là, je vous avouerai. Et après, on passe de manière exaltée. Voilà. Bon, ça, c'est les cartes de combattants. Hop. Enfin, c'était du moins un exemple. Il y a, oui, alors un petit chapitre sur l'exaltation. Les combattants de Warhammer Underworld sont des talents cachés qui se révèlent quand les conditions sont propices. Quand la condition d'exaltation sur une carte de combattant est remplie, ce combattant s'exalte à la prochaine étape d'exaltation. Une étape d'exaltation précède chaque étape d'activation et suit chaque étape d'activation et chaque étape de pouvoir. Alors dit comme ça les gars, je ne vais pas dire mais c'est pas forcément clair, surtout quand on débute au jeu. Quand un combattant s'exalte, retournez sa carte pour révéler ses caractéristiques et ses aptitudes quand il est exalté. Ah oui d'accord, bah oui, parce qu'il prend des bonus. Alors si on regarde là, c'était 4, 2, 4. Voilà, ça change pas. Par contre, c'est peut-être sur ses attaques. 2, 3, 2 avec le bâton sauvage. Ah oui, mais non, je regarde pas dans le bon sens. Donc là, non exalté, là exalté. Donc là, effectivement, en attaque, le bâton sauvage gagne un bonus. Vous voyez, il passe à 3 ici. Et concernant le trait prédateur, 3, il n'y a rien, 1, 3, rien, il passe à 2. Il affiche plus de dégâts. D'accord, ouais, ok. Ouais, ça me revient un petit peu en mémoire maintenant, effectivement. Bon, règle avancée, on a dit que ça ne tarderait pas là-dessus. Alors ensuite, on nous parle des traits. Certains combattants ont une ou plusieurs icônes de traits sur leur carte. Ces traits représentent des archétypes qu'on retrouve dans les diverses bandes de Warhammer Underworld et qui suivent les mêmes règles présentées ci-dessous. L'archétype le plus répandu est leader, indiqué par le symbole couronne, car chaque bande a un leader. Alors, on a le trait bête. Ce combattant, pas bête débile, hein, on s'est bien compris, animal quoi. Ce combattant ne peut pas recevoir d'amélioration d'action d'attaque ou d'amélioration de sort asservi et il ne peut pas tenir d'objectif. Ça c'est un petit peu embêtant. Le vol, quand il effectue une action de mouvement, ce combattant ne peut pas recevoir de dégâts des cases fatales. Ah ouais, il peut se déplacer à travers des cases bloquées ou occupées. Il doit terminer son action de mouvement sur une case vide bien entendu. Donc leader, chaque bande possède un leader, cela n'ajoute pas de règles supplémentaires. Et sorcier, ce combattant peut lancer des sorts comme expliqué en page 37. Un sorcier aura aussi un chiffre à côté de ce symbole. Il s'agira de sa caractéristique de niveau de sorcier. Donc notre cher ami, Sarkar exalté, on a vu, il a 2, donc il a un niveau 2 en tant que sorcier. Les piles, chaque joueur a besoin de 2 piles de cartes, une pile d'objectifs d'au moins 12 cartes, ok, et une pile de pouvoir d'au moins 20 cartes, qui mélange des cartes d'amélioration et des cartes de manœuvre. Le plus simple est d'utiliser des piles au format rivaux, composées d'une pile d'objectifs et d'une pile de manœuvre préconstituée et qui correspondent au thème de votre bande. Ok, ça c'est fait. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent Ouais, ils font un petit rappel là-dessus. Donc c'est vrai que moi ça m'embête un petit peu puisque je peux pas jouer donc mes bandes de saison 1 et 2 avec ces moutures. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. La plupart des bandes de Warhammer Underworld, à l'exception des plus anciennes, disposent de piles au format rivaux. Celles-ci sont composées d'une pile complète de 12 cartes d'objectifs, d'une pile complète de 20 cartes de pouvoir, toutes propres à cette bande. Cette boîte de base propose les piles rivaux pour les fils de Velmand et la meute de l'amoureuse que nous vous conseillons d'utiliser pour votre première partie. Une fois que vous maîtriserez les règles, vous pourrez tester diverses piles au format rivaux. Même si une bande ne peut pas utiliser les piles de rivaux d'une autre, il existe des piles de rivaux universelles, ça c'est intéressant, accessibles à toutes les bandes. Cette boîte de base propose 2 piles de rivaux universels, Griffe et Croc et Fouilleur audacieux. Les utiliser à la place des piles de rivaux des bandes permet de tester de nouvelles stratégies. Certaines piles de rivaux comme Griffe et Croc ajoutent de nouvelles règles à vos parties de Warhammer Underworlds. Dans ce cas, ces règles seront présentées sur une carte d'intrigue. Ah, c'est ce qu'on a vu. On a vu tout à l'heure à l'ouverture de la boîte. Utilisez avec les piles à laquelle votre adversaire et vous pouvez vous référer en cours de partie. Bon, après, règle avancée, là, ça concerne la constitution des piles, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Ensuite, donc description des cartes d'objectifs, des cartes d'amélioration et des cartes de manœuvre. On va pas trop s'attarder là-dessus. Ça, c'est ce qu'on verra lors d'une vidéo de rapport de bataille. Le fameux champ de bataille.
Alors on a des cases de départ sur lesquelles on va venir positionner les combattants dès le départ. Les cases bloquées, ce sont des cases bloquées, un combattant ne peut pas se déplacer sur ou à travers ces cases, elles bloquent les lignes de vue. Les cases incomplètes, ce sont celles qui sont sur le bord du champ de bataille et ne font pas partie du champ de bataille d'ailleurs. Les cases de bord, une case complète sur le bord du champ de bataille est une case de bord, ok. Case fatale, certaines cases ont des bords rouges, ce sont des cases fatales, quand un combattant se déplace, est placé ou poussé sur une case fatale, il reçoit quand même un dégât. Case de couvert, ça je connaissais pas. Certaines cases ont un bord en pointillé, il s'agit de cases de couvert. Un combattant sur une case de couvert compte les résultats double soutien comme des réussites sur ses jets de défense. Alors double soutien, je rappelle, jet de défense, c'est ça. Le double soutien, c'est ce fameux symbole. On va regarder vite fait aussi. Et enfin les cases vides. Alors les cases occupées, une case qui contient un combattant est une case occupée, et les cases vides, si une case ni occupée ni bloquée, c'est une case vide. Ok. Donc règle avancée, pareil. On passe, jouer une partie, séquence de jeu. Une partie de Warhammer Underworld se joue selon la séquence qui suit. Placement, en 1, on révèle les bandes que l'on va jouer. En 2, on va placer les plateaux. En 3, on va placer les pions d'éléments. En 4, on va piocher les cartes. En 5, on va placer les combattants. Et après, on va pouvoir lancer le premier round. Donc, il y aura une phase d'action, une phase de fin. Round 2, idem. Phase d'action, phase de fin. Round 3, phase d'action, phase de fin. Et enfin, on détermine la victoire au final. Donc il y aura pas mal de tirages au dé. Donc lorsqu'une règle demande de tirer au dé, par exemple pour placer les plateaux, c'est déjà le cas, c'est de la deuxième étape du placement. Lorsqu'une règle demande de tirer au dé, chaque joueur prend n'importe quelle combinaison de 4 dés d'attaque et ou de défense, donc les deux sont valables, et les jette. Puis on compare les résultats. Si un joueur obtient plus de symboles critiques que son adversaire, il a gagné. Donc pour rappel, symbole critique, c'est celui-là, d'accord. Sinon, si un joueur obtient plus de symboles soutien simple, voilà, comme ceci, que son adversaire, il a gagné. Sinon, si un joueur obtient plus de symboles double soutien que son adversaire, il a gagné double soutien, donc c'est celui-là. S'il n'y a toujours aucun vainqueur, on recommence le tir au dé. Voilà. Alors, symbole des dés, vous voyez, sur les dés d'attaque, ils sont jaunes, et des de défense, ils sont verts, d'accord. Donc, en fait, quand on obtient un marteau, ça, c'est un dé de défense, donc j'aurai pas le symbole d'attaque, j'aurai juste les symboles de défense. Donc, le symbole de défense ici, c'est blocage, d'accord, le bouclier, et l'autre symbole de défense que j'ai, c'est l'esquive. Voilà, c'est ce qui est demandé sur les cartes profil de combattants. Soit il doit obtenir un bouclier, donc un blocage, soit il doit obtenir donc le symbole de la flèche qui est une esquive. Sur les dés d'attaque, voilà, ça sera ceci, le marteau. Donc c'est une rupture, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et hop, les double T, c'est fureur. C'est joliment dit, ça doit nous immerger les gars, pour que vraiment on s'y croit. Voilà. Et enfin on a les fameux dés de magie. Donc pareil, on aura des réussites critiques, comme sur les dés d'attaque et de défense. Et donc on aura deux autres symboles, soit la focalisation, qui est là, ou soit la canalisation, qui est ici. Ok. On continue. Ensuite, donc les pions éléments, pions d'objectif. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Une partie de Warhammer Underworld s'utilise 7 pions d'éléments, dont une face montre une case de couvert. Donc ok. Sur 5 de ces pions, l'autre face est numérotée de 1 à 5, tandis que l'autre face des 2 derniers pions est une case inextricable. Mélangez les 5 pions numérotés avec la face de couvert visible. Donnez-en 3 au joueur qui a choisi le premier plateau de jeu et 2 à l'autre en gardant la face numérotée cachée. Les joueurs placent tour à tour et un à un leurs pions sur le champ de bataille, en commençant par celui qui a choisi le premier plateau de jeu. Quand un joueur place un pion, il pose avec la face case de couvert visible sur n'importe quelle case. Avec les exceptions suivantes, il ne peut pas le poser sur une case de départ, une case bloquée, une case fatale, une case de couvert ou une case de bord, ou dans un rayon de 2 cases d'un autre pion. Ça n'a pas trop changé. Si un pion ne peut pas être placé à cause de ces exceptions, il peut être posé sur une case de bord. Une fois tous les pions placés, retournez-les. Ces pions numérotés sont appelés pions d'objectif. Les pions d'objectif indiquent des zones importantes que doivent contrôler les bandes. Un combattant et sa bande comptent comme tenant un objectif s'il est sur le pion d'objectif en question. Les 2 autres pions d'éléments ne sont pas placés, ça c'est nouveau, à cette étape.
Ces derniers, ainsi que les pions éléments retirés du champ de bataille pendant une partie, sont appelés pions d'éléments disponibles tant qu'ils ne sont pas sur le champ de bataille. Certaines cartes interagissent avec les pions d'éléments disponibles. Ok. Après, piocher les cartes. Chaque joueur mélange séparément ses piles d'objectifs et de pouvoir et les pose face cachée à côté du champ de bataille. Chaque joueur pioche ensuite 3 cartes d'objectifs et 5 cartes de pouvoir. Pour piocher une carte, un joueur prend celle du dessus de la pile concernée. Donc c'est bien précis, hein, on va pas chercher ces cartes, quoi. Une fois qu'un joueur a pioché ses cartes, il peut effectuer un seul mulligan pour tenter d'améliorer sa main. Pour ce faire, il défausse toutes ses cartes d'objectifs ou toutes ses cartes de pouvoir ou toutes ses cartes, donc objectifs et pouvoir. Ensuite, il pioche des cartes pour remplacer celles défaussées, une carte d'objectif par carte d'objectif défaussée, une carte de pouvoir par carte de pouvoir défaussée. Enfin, il mélange les cartes défaussées dans leurs piles respectives. Ça, c'est nouveau, parce qu'il me semble de mémoire que ces piles-là, si on faisait un mulligan, on les perdait. On ne pouvait pas les utiliser du coup pour la partie. Alors que là, en fait, si, elles sont remélangées dans le deck. Le joueur qui a choisi le premier plateau de jeu est le premier à décider d'effectuer ou non un mulligan. Une fois qu'il a pris sa décision, c'est à l'autre joueur de décider s'il effectue ou non un mulligan. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'il dit sur la défausse? C'est peut-être intéressant. Quand un joueur défausse une carte, il la place face visible sur une pile près de la pile du même type de carte. Il aura donc une pile de défausse d'objectifs pour les cartes objectifs et une pile de défausse de pouvoir pour les cartes de pouvoir. Sauf mention contraire, les règles des cartes dans les piles de défausse n'ont pas d'effet. Ouais. Non, ouais, bon, bref. Ensuite, on va placer les combattants. Les joueurs tirent à nouveau au dé. Le gagnant désigne un joueur. Le joueur désigné place un de ses combattants sur une case de départ vide de son territoire. Puis les joueurs placent à tour un combattant à la fois, selon le même principe, jusqu'à ce que tous les combattants des bandes aient été placés. Si un joueur n'a plus de combattants à placer, l'autre joueur continue de placer les siens jusqu'à ce que tous les combattants aient été placés. C'est bien parce que ça me fait un petit peu des révisions aussi en vue de ma prochaine game concernant ce jeu. La phase d'action, à présent vous êtes prêts à vous battre. Chaque partie est divisée en 3 rounds et chaque round a une phase d'action et une phase de fin, c'est ce qu'on a vu. Au début de chaque phase d'action, les joueurs tirent au dé encore. Cela se produit avant tout le reste, se produisant au début d'une phase d'action. Au premier round, le joueur qui a fini de placer sa bande en premier ajoute un critique à son jet. Ça existait déjà avant. Le gagnant désigne le joueur qui effectue la première activation à cette phase d'action. Étape d'un tour. Le tour d'un joueur compte 2 étapes majeures, étape d'activation, étape de pouvoir. À l'étape d'activation, le joueur effectue une activation qui implique généralement d'activer un combattant pour effectuer une action, comme une action de mouvement ou une action d'attaque. Notez que si la plupart des activations permettent l'action d'un combattant, activation et action sont 2 choses différentes. Pendant l'étape de pouvoir, les 2 joueurs peuvent jouer des cartes de pouvoir et fouiller, ça c'est nouveau. Après l'étape de pouvoir, c'est au tour de l'autre joueur. Quand les 2 joueurs ont joué chacun 4 tours, la phase d'action s'achève et la phase de fin commence. Le tour d'un joueur comprend aussi des étapes mineures, étapes de réaction, étapes d'exaltation, étapes d'instantanéité. Ça, je connais pas. On les appelle étapes mineures car souvent elles n'auront pas lieu et seront ignorées. Chaque étape mineure est décrite plus loin. Alors, réaction et instantanéité, moi ça me parle pas. Je connaissais l'étape d'exaltation, mais ça a dû arriver. Bon, après, on a de manière beaucoup plus détaillée, schématisée, l'étape d'un tour, quoi. Ok. Alors par contre, il y a un truc, ouais, non. Alors l'étape d'activation, vous utiliserez la plupart de vos étapes d'activation pour activer vos combattants. Lorsque vous activez un combattant, il effectue une action. Faire ainsi utilise l'une de vos 4 activations pour la phase, donc les fameux jetons là. Tous les combattants peuvent effectuer les actions suivantes: mouvement, attaque, garde et charge. D'autres actions que peuvent effectuer le combattant se trouvent sur les cartes des combattants et d'amélioration, comme quoi il y a intérêt de bien regarder ces cartes. Vous pouvez aussi utiliser une étape d'activation pour effectuer une action de joueur, donc qui n'a rien à voir. Elle n'implique pas vos combattants à la place. Ces actions permettent à un joueur de faire quelque chose. Faire ainsi utilise l'une de vos 4 activations pour la phase. Les joueurs peuvent effectuer leurs actions suivantes: piocher une carte de pouvoir, défausser une carte d'objectif, puis piocher une carte d'objectif, passer, renoncer à une activation. Ok, donc après l'action de mouvement, quand un de vos combattants effectue une action de mouvement, déplacez-le sur une case adjacente jusqu'à un nombre de fois égal à sa caractéristique de mouvement. Ce mouvement peut se faire dans n'importe quelle direction. Quand un combattant termine une action de mouvement, donnez-lui un pion de mouvement. Un combattant avec au moins un pion de mouvement ne peut pas effectuer d'action de charge. Un combattant change parfois de position sans effectuer d'action de mouvement, par exemple s'il est poussé. Dans ce cas, ne lui donnez pas de pion de mouvement. Oh ouais, il n'a rien demandé, le pauvre. Après, on a les pions et marqueurs. Certaines règles disent de donner un pion à un combattant. Quand vous le faites, placez le pion indiqué près du combattant concerné. Certaines règles disent à la place d'utiliser un marqueur qu'il faudra alors placer sur une carte de combattant ou de pouvoir. Ouais, c'est un peu différent.
Les plus courants sont des marqueurs de blessure. Pour donner un marqueur à un combattant, placez-le sur sa carte de combattant. Le verso d'un marqueur de blessure peut servir à représenter n'importe quel type de marqueur. Ah ouais. Donc on a les pions de mouvement charge, les pions de garde commotion et marqueurs de blessure génériques. Ok. L'action d'attaque. Bon alors évidemment, on a vu, il y aura des attaques au corps à corps et des attaques à distance. Je ne vais pas trop rentrer en détail là-dedans, ni sur la séquence de combat. Évidemment, il faut disposer d'une ligne de vue. On ils explique clairement comment on détermine la ligne de vue. Donc en fait, on va utiliser, si c'est des armes à portée ou à distance. Alors sachant que moi, quand je jouais à Warhammer Shadespire, c'était surtout des attaques de corps à corps. Il y avait très peu d'attaques à distance. Je pense que tout ça a évolué avec le temps. Oui, parce qu'en plus ils ont mis en place aussi, ils ont introduit les sorts par la suite. Assez rapidement d'ailleurs, dès la saison 2, on a commencé à avoir des sorciers apparaître. Ouais, donc qu'est-ce qu'ils disent? Bon, allez, on peut lire rapidement. Ils ont au moins une action d'attaque sur chaque combattant. Certaines actions d'attaque ont le symbole devant leur nom. Ce sont des actions d'attaque de sort. Ouais, le fameux symbole dont on a vu là sur la carte du leader Sarkar exalté. Caractéristiques de portée, donc un combattant effectue une action d'attaque possible à un combattant visible, d'accord, à un nombre de cases inférieur ou égal à la caractéristique de portée de l'action d'attaque, parce que oui, tout se compte en cases, que ce soit les mouvements ou les attaques. Donc caractéristique de dés, c'est un nombre et un symbole, le nom vous indique combien de dés d'attaque jeter pour l'action d'attaque, plus vous jetez des dés, plus l'action d'attaque a de chances de réussir. Le symbole vous indique quel symbole obtenir, marteau, fureur là, ou critique, est requis pour une réussite. Les actions d'attaque de sort utilisent des dés de magie et ont des symboles requis différents pour obtenir une réussite, donc critique, canalisation et je sais plus ce qu'était l'autre là. Si on revient dessus un petit peu en arrière. Hop. Ouais, c'était canalisation, focalisation. Et pour l'attaque, c'est fureur et rupture. Le marteau, c'est rupture. Voilà, donc là on détaille vraiment la séquence de combat avec des règles avancées. On peut également repousser le combattant. Si la cible d'une action d'attaque peut être repoussée, le joueur attaquant peut décider de pousser la cible d'une distance de une case. Il peut le faire dans n'importe quelle direction qui éloigne la cible de l'attaquant. C'est quand même bien précisé. Soutien, les combattants ont rarement le luxe d'affronter leurs adversaires en combat singulier, leurs alliés leur venant en aide et faisant obstacle aux ennemis, d'où l'intérêt d'avoir sur les fameux dés là, les symboles de soutien double et simple. L'attaquant reçoit du soutien pour chaque autre combattant ami adjacent à sa cible, ces derniers sont en soutien de l'attaquant. La cible reçoit du soutien pour chaque autre combattant ami adjacent à l'attaquant. Ces derniers sont en soutien de la cible. Si un combattant a un combattant en soutien, les résultats de soutien simple sont des réussites, ACG d'attaque ou de défense. Si un combattant a deux combattants en plus ou plus en soutien, les résultats soutien simple et double soutien sont des réussites, ACG d'attaque ou de défense. Un combattant ne peut pas soutenir un attaquant qui effectue une action d'attaque de sort. Ouais, donc la magie, ça fonctionne pas dans ces cas-là. Les dégâts, lorsqu'on inflige des dégâts à un combattant, on dit aussi qu'il reçoit des dégâts. Prenez autant de marqueurs de blessure que les dégâts infligés. Ok. En général, la caractéristique de dégâts de l'action d'attaque qu'il a ciblée et a réussi. Et donnez-les au combattant en les plaçant sur sa carte de combattant. Vérifiez alors si le combattant a été mis hors de combat. Ok. Les soins, on peut quand même soigner ses combattants. Si une carte indique soin, donc là on parle des cartes, où X est un chiffre, cela signifie que vous retirez autant de marqueurs de blessure de combattants ou des combattants qu'indiqués par la carte. Sinon pas assez de marqueurs de blessure, retirez simplement tous les marqueurs de blessure. Un combattant ne peut être soigné que s'il a au moins un marqueur de blessure, qui paraît tout à fait cohérent et logique. Hors de combat, si un combattant a un nombre de marqueurs de blessure égal ou supérieur à sa caractéristique de blessure, il est mis hors de combat, ôtez-le du champ de bataille, il ne joue plus aucun rôle dans cette partie. Butin, quand un combattant ennemi est mis hors de combat, gagnez un pion de gloire. Un point de gloire, pardon. Les points de gloire que vous gagnez ainsi sont appelés butins. D'accord, c'est ça. Un combattant imposant rapporte un point de gloire supplémentaire. Ça, c'est nouveau. Ça, je connaissais pas. Enfin, pour moi, quand je dis que c'est nouveau, je parle de mon expérience personnelle. Mot-clé d'action d'attaque, fracassant. Si une action d'attaque a le mot-clé fracassant, les résultats, donc bouclier, blocage, c'est ça, blocage, ne peuvent pas être des réussites sur le jet de défense. Inévitable, si une action d'attaque a le mot-clé inévitable, les résultats flèche, donc esquive, ne peuvent être des réussites sur le jet de défense, d'accord. Létal,
Si une action d'attaque a le mot-clé létal X où X est un chiffre, elle a l'aptitude critique suivante. Donc critique létale X, X plus X dégâts à cette action d'attaque jusqu'à ce qu'elle soit résolue, où X est le nom dans le nom de l'aptitude. Balayage. Quand un combattant effectue une action d'attaque avec le mot-clé balayage, il effectue cette action d'attaque une fois par combattant ennemi adjacent en ciblant un de ses combattants avec chacune de ses actions d'attaque. Ah ouais, quand même. Commotion. Si une action d'attaque a le mot-clé commotion, après cette action d'attaque, si elle réussit, donnez à la cible un pion de commotion. Cela se produit avant l'étape réaction qui suit cette action d'attaque. Si une carte vous dit de commotionner un combattant, donnez-lui un pion de commotion. Okay. Quand un combattant reçoit un pion de commotion, retirez-lui ses pions de garde. Ah ok, ça fait sauter la garde. Un combattant avec un ou plusieurs pions de commotion est commotionné. Quand il est la cible d'une action d'attaque, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque du jet d'attaque. Ah ouais, voilà, ça pénalise vachement le défenseur, la cible. Recul, si une action d'attaque a le mot-clé recul X où X est un chiffre, lors de l'étape repousser la cible, le joueur attaquant peut repousser la cible de jusqu'à X cases additionnelles. Ouais, c'est pas mal parce que ça peut l'emmener sur une case fatale où il va se remanger un point de dégâts derrière. L'action de garde, quand un de vos combattants effectue une action de garde, donnez-lui un pion de garde. Quand un combattant reçoit un ou plusieurs pions de garde, retirez ses pions de commotion. Un combattant avec au moins un pion de garde est en garde. Un combattant en garde compte aussi bien les blocages que les esquives comme des réussites sur ses jets de défense et il ne peut pas être repoussé sauf si l'action d'attaque a recul. Bon, il y a des subtilités. Hein. Action de charge, quand votre combattant effectue une action de charge, retirez tout d'abord tout pion de garde que ce combattant possède. Okay. Donc on peut mettre un combattant en garde puis après le réactiver derrière pour lui faire effectuer une action de charge. Okay. Ce combattant effectue une action de mouvement, puis une action d'attaque. Donnez-lui un pion de charge plutôt qu'un pion de mouvement, ouais, après l'action de mouvement. Une fois que vous avez réussi les règles des deux actions, l'action de charge est terminée. Un combattant avec un ou plusieurs pions de charge ne peut pas être activé, sauf si chaque combattant ami suivant a au moins un pion de charge. Ah ouais. Quand un combattant avec un ou plusieurs pions de charge est activé, il ne peut pas effectuer d'action de mouvement ou de super action. D'accord, là on rentre dans les règles avancées. Les sorts à Warhammer Underworld existent sous trois formes. Celle d'une carte de manœuvre. Donc une manœuvre de sort ne peut être jouée que s'il y a un sorcier ami sur le champ de bataille. Donc si on le perd, c'est un peu embêtant. Chaque fois que vous jouez une manœuvre de sort, vous devez choisir un sorcier ainsi pour tenter de le lancer, comme décrit ci-dessous. La valeur de lancement d'une manœuvre de sort est indiquée par des symboles, par exemple manœuvre de sort, donc double canalisation. Là c'est l'exemple qui est donné. Celle d'action ou de réaction d'un combattant, c'est une carte de combattant ou d'amélioration. Un sorcier avec une action de sort peut tenter de le lancer comme décrit à droite. Les valeurs de lancement d'une action de sort ou d'une réaction est indiquée par des symboles, par exemple action de sort. J'arrive pas à le retenir ce symbole là, c'est vachement étonnant. Canalisation, j'arrive à le retenir. Désolé hein, mais bon, faut que ça rentre. La perte de temps. Vous pouvez passer hein, si vous voulez, hein, vous attardez pas. Sur mes fixations. Bon, je crois que je vais laisser tomber parce que il y a que 56 pages, mais je suis déjà perdu. Quoi. Ouais, bon, allez, Osef. 3. Celle d'action d'attaque sur une carte de combattant ou d'amélioration. Un combattant peut effectuer une action d'attaque de sort comme n'importe quelle autre action d'attaque, mais le lancement des sorts est décrit en détail ci-après. Ça, c'est intéressant parce que je connais pas du tout les lanciers des sorts. Quand un combattant tente de lancer un sort, autre qu'une action d'attaque de sort, suivez cette séquence, jetez un nombre de dés de magie égal au niveau du sorcier du lanceur de sort, il s'agit du jet de lancement. S'il y a au moins 2 critiques dans le jet de lancement, le sorcier subit un contre-coup. Ah, il subit un dégât. Ah, ça c'est pas cool. Si ce dégât met le sorcier hors de combat, le sort échoue. Passez à l'étape 5. Si le sorcier n'a pas subi de contre-coup ou n'a pas été mis hors de combat par un dégât infligé par un contre-coup, passez à l'étape 3. 3. Comparer la valeur de lancement de sort au jet de lancement. Si le jet de lancement inclut un symbole correspondant à chaque symbole de la valeur de lancement, le sort a été lancé, ok. Il faut passer à l'étape 4, donc c'est pas encore gagné cette affaire là. Chaque critique du jet de lancement peut correspondre à n'importe quel symbole de la valeur de lancement, ok. Donc on les convertit. Si vous n'obtenez pas tous les symboles nécessaires, le sort échoue, passez à l'étape 5. Étape 4, résolvez le sort en appliquant le texte de la carte. Ah oui, donc l'effet. Et 5, cette séquence se termine si le sort était une manœuvre de sort, il est défaussé. D'accord, si c'était une carte, on la garde pas, quoi. Lancer des actions d'attaque de sort. Contrairement aux autres sorts, une action d'attaque de sort n'a pas de valeur de lancement. Le sort est lancé si l'action d'attaque réussit, sinon il échoue.
Si vous obtenez au moins 2 critiques sur le jet d'attaque quand un sorcier effectue une action d'attaque de sort, il subit un contre-coup. Si ce dégât le met hors de combat, le sort échoue. Pas cool. Et après, on arrive à l'étape de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les cartes de manœuvre et d'amélioration permettent de contrer les plans adverses ou mieux de mettre en œuvre les vôtres. Après l'étape d'activation d'un joueur, vient son étape de pouvoir, en commençant par le joueur dont c'est l'étape de pouvoir. Les joueurs jouent tour à tour une carte de pouvoir, fouillent un pion d'élément ou passent. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes de pouvoir pouvant être jouées après une activation, mais après que les deux joueurs ont passé l'un après l'autre, l'étape se termine et l'activation suivante commence. Ça, je m'en rappelle. Jouer une carte de pouvoir. Pour jouer une carte de pouvoir, un joueur révèle la carte de sa main qu'il veut jouer. Il suit ensuite les instructions de la carte si c'est une manœuvre, ou donne l'amélioration à un combattant ami. Plus de détails se trouvent dans les sections suivantes. Fouiller. Au lieu de jouer une carte de pouvoir, le joueur peut à la place fouiller en retournant un pion d'élément. Ça, c'est nouveau. Si un combattant ami n'étant pas commotionné, donc faut pas être sonné, quoi, se trouve sur ce pion d'élément. Dans ce cas, un combattant est commotionné. Ah! Alors, si on a un combattant ami qui est sur un pion d'élément, qu'on décide de le retourner, on le commotionne direct, quoi. Chaque joueur ne peut fouiller chaque pion d'élément qu'une fois par étape pouvoir. Carte de manœuvre, alors ce sont soit des subterfuges, soit des sorts. Quand vous jouez une carte de manœuvre, révélez-la, suivez alors le texte sur la carte, ensuite on dit que la carte a été résolue et vous la défaussez. Quand vous jouez une carte de manœuvre, de sort, révélez-la, suivez alors les règles de lancement de sort. Carte d'amélioration, elle donne des aptitudes permanentes ou des modificateurs de caractéristiques aux combattants d'un joueur. Pour jouer une carte d'amélioration, un joueur la révèle, il dépense ensuite un de ses points de gloire non dépensés en le retournant sur sa phase dépensée, ouais, ça je me rappelle. Une fois que c'est fait, il annonce à quel combattant ami il donne l'amélioration et la place à côté de la carte du combattant. Le combattant dispose de l'amélioration jusqu'à la fin de la partie. Modificateurs, donc divers effets modifient les valeurs imprimées sur les cartes ou les résultats des jets de dés, on appelle cela des modificateurs. Okay. Les règles avancées, la fameuse déviation, c'est là. Certaines cartes ou actions ont le mot-clé déviation X, où X est un chiffre, la déviation est utilisée pour représenter la nature aléatoire de l'orientation dans les sous-mondes obscurs. Lorsque vous résolvez une carte ou une action avec déviation X, donc ouais, ça n'a rien à voir avec les sorts en fait. C'est plus large que ça. Vous créez une chaîne aléatoire de cases adjacentes déterminant comment résoudre la carte ou l'action. La carte ou l'action vous indique la case à partir de laquelle la déviation se fera. Cette case est appelée case d'origine. Pour dévier depuis la case d'origine, placez le pion déviation sur le champ de bataille. Vous pouvez choisir l'orientation du pion et la case sur laquelle vous le placez. Puis jetez un nombre de dés d'attaque égal au chiffre de la déviation. Pour déviation 1, vous jetez un unique dé. Pour déviation 2, vous jeterez 2 dés, etc. Les symboles d'un dé d'attaque correspondent à des directions sur le pion de déviation et chaque dé indiquera donc une direction. Ces directions sont utilisées pour créer la chaîne. Vous ne pouvez pas changer l'orientation de la case de déviation une fois les dés jetés. Ok. Lorsque la chaîne est complète, retirez le pion de déviation du champ de bataille. La carte ou l'action que vous résolvez vous indique comment utiliser cette chaîne ou ce qu'il se passe dans les cases traversées par la chaîne ou dans sa case de fin. Si la chaîne doit sortir du champ de bataille, elle se termine dans la dernière case qu'elle atteint. Une chaîne qui se termine ainsi est interrompue. Si elle n'est pas allée au-delà de la case d'origine, aucune chaîne n'est créée, ce qui signifie en général que la case ou l'action n'aura aucun effet. Aucun effet, ok. Par exemple, une carte indique déviation 3 à partir de la case de ce combattant. Tout combattant dans la case de fin reçoit un dégât. Vous devez placer le pion de déviation sur le champ de bataille en choisissant son orientation. Vous devez ensuite jeter 3 dés d'attaque, choisir l'ordre dans lequel les utiliser et les placer dans une chaîne correspondant aux directions indiquées par le pion de déviation. L'effet de la carte infligera un dégât à tout combattant, d'accord, dans la dernière case de la chaîne. Dans l'exemple ci-dessous, donc 2 marteaux et une double épée, là, c'était quoi déjà le marteau? Il y a Fureur et je sais plus quoi là. Sont obtenus après que le joueur a créé une chaîne en utilisant les 3 résultats dans l'ordre de son choix, le combattant dans la case finale est blessé. Ok. Et enfin, on a les réactions. Chaque étape de réaction vous permet d'utiliser une seule réaction d'une carte de combattant, d'une carte d'amélioration ou de manœuvre. Cela ne vous coûte pas d'activation. Notez que certaines réactions sont des sorts. Un sorcier ami devra les lancer. Chaque réaction décrit une étape de réaction où elle peut être utilisée et peut aussi lister une ou des conditions à remplir à cette étape de réaction. Quand cette situation survient,
Vous pouvez utiliser la réaction en l'annonçant et dans le cas d'une manœuvre en révélant la carte de votre main. Résolvez ensuite la réaction comme décrit sur la carte et si c'était une manœuvre, défaussez-la. La partie reprend ensuite à partir du moment où elle a été interrompue. Limite de réaction et chaîne. Dans certaines situations, plus d'une réaction pourrait servir à la même étape de réaction. Le plus souvent, ce sera après une action ou une étape d'activation. Toutefois, une seule réaction peut avoir lieu à chaque étape de réaction. Si plusieurs joueurs veulent jouer une réaction à la même étape, ils jouent tour à tour en commençant par celui dont c'est le tour. On appelle cela une chaîne de réaction. D'accord. Et enfin, bon, après, il y a les règles avancées concernant les réactions. La phase de fin, une fois que les deux joueurs ont effectué tout leur tour, la phase de fin commence. À la phase de fin, vous pouvez marquer des cartes d'objectifs, améliorer vos combattants, défausser des cartes et regarnir votre main. Appliquez tour à tour la séquence ci-dessous. Le joueur qui a eu le premier tour à la phase d'action effectue cette séquence en premier, puis son adversaire fait de même. Vérifiez vos cartes d'objectifs et si vous avez rempli les conditions, qu'est-ce qu'ils disent? Vérifiez vos cartes d'objectifs. Si vous avez rempli les conditions dans la moindre d'entre elles, vous pouvez marquer cette carte d'objectif. Pour marquer une carte d'objectif, révélez-la et récupérez le nombre de points de gloire indiqués sur la carte. Okay. Placez la carte révélée ainsi face visible sur votre pile d'objectifs marquée adjacente à votre pile de cartes d'objectifs. Répétez cette étape pour toutes les autres cartes d'objectifs que vous souhaitez marquer. 2. Vous pouvez défausser n'importe lesquelles de vos cartes d'objectifs restantes. 3. Vous pouvez jouer vos cartes d'amélioration. 4. Vous pouvez défausser n'importe lesquelles de vos cartes de pouvoir. 5. Si vous avez moins de 3 cartes d'objectifs en main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 3 en main ou que votre pile d'objectifs soit vide, selon ce qui se produit en premier. 6. Si vous avez moins de 5 cartes de pouvoir en moins, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 en main ou que votre pile de pouvoir soit vide. Une fois que les deux joueurs ont suivi cette séquence, ôtez les pions de mouvement, charge, commotion. Ah, d'accord, les commotions ne se conservent pas d'un tour à l'autre. Et garde du champ de bataille. Retournez vos pions d'activation. Un nouveau round commence. Suite de la partie, round 2 et 3, donc on va recommencer tout ce qu'on a parcouru précédemment. Victoire, à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points de gloire, dépensés ou non, est le vainqueur. Si les joueurs ont le même nombre de points, mais qu'un seul joueur a au moins un combattant survivant, il gagne. Si chaque joueur a au moins un combattant survivant, celui qui contrôle le plus grand nombre d'objectifs l'emporte. Ah oui, ça c'est intéressant. En cas d'égalité sur le nombre d'objectifs contrôlés, la partie est un match nul. D'accord. Et après, donc on a des règles sur les parties multijoueurs, parce qu'on a vu que ça pouvait se jouer jusqu'à 4 joueurs. Bon là, je rappelle, hein, dans les starters, dans les saisons, comme il n'y a que 2 bandes. Hein. Ordre de jeu, passer les pions d'éléments. Okay. Bon bah oui, là du coup, ça va être un petit peu différent. Le fameux glossaire pour les mots-clés. Carte de manœuvre. Type de carte de pouvoir. Les cartes de manœuvre sont des subterfuges ou des manœuvres de sort. La plupart sont jouées à l'étape pouvoir, mais certaines indiquent une condition supplémentaire à remplir avant d'être jouées. Certaines cartes de manœuvre sont des réactions, voilà, et peuvent être jouées telles qu'indiquées par la condition de la carte. Les réactions, d'accord, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Bon, le glossaire est assez velu. Et voilà. Donc, et là, on a un petit résumé, on va dire, une phase hein, de jeu. Voilà, 56 pages de règles, donc règles standards et règles avancées. Bah moi, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel. Il y a des choses dont je me rappelais, malgré le temps passé. Bah, il y a des nouveautés aussi, qui m'ont l'air pas trop mal, franchement. J'ai l'impression, alors c'est peut-être ouais, c'est peut-être un faux sentiment, hein, mais à la première lecture, il y a plus d'options sur la table. Ça sera moins figé. Parce que souvent, je trouvais qu'effectivement, quand je jouais à la saison 1, ben, en fait, on est très vite limité dans nos actions. Là, visiblement, avec des cartes, enfin, il y a une synergie qui se crée, parce que il y a des règles supplémentaires, des légères modifications qui ont été apportées, comme sur la charge, par exemple. Voilà, à chaud, hein, c'est ce que je retiens. Les réactions aussi, c'est pas mal. Donc, ouais, les cases aussi, les objectifs. Ouais, non, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Donc, de toute façon, certainement, je ferai un rapport de bataille. D'autant plus que là, ça me donne davantage envie, puisque avec vous, je parcours la boîte, le livret de règles. Là, je me dis, ah ouais, tiens, c'est vrai, tiens, ça peut être sympa à refaire, à voir, quoi, à tester concrètement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les éléments de terrain et les figurines que j'ai peintes et que j'utiliserai pour le prochain rapport de bataille, enfin,
le futur rapport de bataille qui viendra sur Warhammer Nearwood saison 7. Ok, bon ben du coup, moi je vous propose de commencer avec la meute de la moueuse. Hein. On reprend Sardaukar Blackwing, le leader. Donc voici sa figurine, peinte par mes petits doigts boudiniers. Voilà. Donc j'adore, en fait c'est rare. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent quand Games Workshop propose des starters, moi il y a toujours une bande qui me fait kiffer, mais pas l'autre. C'est dingue, hein. C'est moite-moite à chaque fois. C'est pas à chaque fois, ah les deux bandes, il me les faut. Et là, je dois avouer qu'exceptionnellement, pour une première fois, et c'est peut-être pour ça aussi, hein, en fait c'est un concours de circonstances, entre la création des fameux decks rivaux, hein, pour les joueurs débutants ou occasionnels comme moi, le format escarmouche et deux bandes qui me parlent esthétiquement, ben voilà, je me suis dit, il me les faut, j'ai envie d'y jouer, ça donne envie, ça donne faim. Ils m'ont donné faim, d'accord? Donc, je vous fais une petite incrustation, je vais décaler comme ça pour laisser la place, donc de la carte profil de Sardaukar, donc mouvement, bon on a vu que c'est un leader, il est sorcier de niveau 2, donc mouvement de 4, défense de 2, il fonctionne sur les esquives, 4 points de vie. Donc il a 2 attaques, le bâton sauvage, portée 2, et donc il doit obtenir le symbole rupture et il lance 2 dés. Et s'il touche, c'est 2 dégâts. Et enfin, en sort, il a le trait prédateur, donc portée 3. Donc là, il faut qu'il obtienne... Ouais, donc là, en fait, il faut qu'il obtienne le symbole de magie focalisation pour que ça puisse fonctionner, et donc il inflige 1 point de dégâts. Donc comme on l'a vu, hein, je me répète, hein, mais je suis vieux, c'est pour ça, donc les conditions d'exaltation, donc c'est après avoir retiré un marqueur d'âme de sa carte profil. Alors on nous explique certainement dans le deck de cartes comment générer ces fameux marqueurs d'âme. Donc il a la capacité lutte. On dit qu'il faut se rapporter à la carte de profil de Gorl. Ah oui, ça prend de la place hein, à force de rajouter des choses sur les cartes profil. Donc, qu'est-ce que dit lutte? Au début de l'activation de ce combattant, vous pouvez lui donner un marqueur d'âme ou lui retirer ses marqueurs d'âme. En bon, bah, on a la réponse à notre question. Voilà. Donc, ça, c'est au début de l'activation de ce combattant. On peut lui donner. Et on a vu que les marqueurs d'âme, ils ont de l'intérêt pour cette bande. Et enfin, on a submergé. Tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a plus 2 en mouvement et une bête à vol et ne peut pas être exalté. Bon là par contre ouais ça fait un peu de contrainte, on ne peut pas s'exalter si on a ces conditions là. Ok. Donc ça c'est Sardaukar exalté, le leader de la bande. Je vais le mettre là, hein, ici, ok. On va prendre le deuxième combattant, bah, on va prendre Gorl Spinehammer, le bagarreur. Alors vas-y, viens là. Mais qu'est-ce que t'es balèze. C'est Gorl. Ça va chier, putain! Il va en mettre des coups sur la tronche. Donc voici Gorl. Il est imposant, lui, je pense. Ouais, vu son gabarit. Déplacement 3. Donc lui, il a qu'un dé en défense. Et il faut qu'il obtienne le symbole, viens voir, blocage. S'il veut sauver ses fesses. 4 points de vie. C'est un petit peu étonnant. Il a le même nombre de points de vie que son leader. Il n'a qu'une seule attaque, brise échine, portée 1. Donc pareil, lui, il faut qu'il obtienne le symbole, rupture, le marteau sur ses dés d'attaque, il en lance 2. Mais par contre, s'il touche, il met quand même 3 dégâts et il a recul 1. Donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir repousser votre adversaire d'une case. Ah, c'est l'étape d'exaltation après avoir tiré un marqueur d'âme. Pareil, on revient toujours à ça. Donc, lutte, au début de l'activation de ce combattant, vous pouvez lui donner un marqueur d'âme ou lui retirer ses marqueurs d'âme. Parce qu'on a vu que les marqueurs d'âme, en fait, ça ne nous permet pas de nous exalter. Hein. Submerger, voilà, bah, on a vu. C'est la même chose que Sardaukar Blackwing. Tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a +1 en défense. Ah non, c'est différent. Ah d'accord. Tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a +1 en défense et une bête et ne peut pas être exalté. D'accord. Et s'il est exalté, alors son mouvement reste à 3, sa défense reste à 1, toujours le même symbole,
le symbole blocage pour se défendre, pardon, et 4 points de vie. C'est au niveau de son attaque... Non, je vois pas de différence. Son attaque reste la même, hein, c'est toujours brise échine. Ah, si. Recul 1 et commotion. En portée, il gagne pas. En attaque, il gagne pas. Et en blessure, il gagne pas. Je veux dire en blessure, en dégâts qu'il inflige. Par contre, il a recul 1 ou 2. Putain, il devrait écrire plus petit, le mec. Recul 2. Et commotion. D'accord. Donc voilà pour le deuxième personnage de cette bande. Ils sont 4 hein, au total chez la pile des rivaux. Enfin, on va s'intéresser à Lupin Longcut. Alors, tu es où, Lupin? Le voici, les amis. Lupin Longcut. American, fuck yeah. Voilà, tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Alors, c'est un chasseur. Donc, déplacement 4, défense sur esquive 1 dé. Oh, fais la mise au point, bichette. 3 points de vie. Donc, en attaque, il a tranchoir, portée 3, 2 dés en attaque sur symbole, rupture. Et il inflige un point de dégâts. Il a impact. Le mot-clé impact apparaît sur son attaque. Et il a la lame silencieuse. 1 de portée. Par contre, il fait 3 attaques rupture. Et il inflige 2 dégâts s'il réussit son attaque. Alors, pareil, hein, lui, il faut lui retirer un marqueur d'arme de sa carte de profil pour l'exalter. Donc, lutte, voir la carte de Gorl. Donc, il a la même compétence là. Submergé. Tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a plus 1 en mouvement, compte les doubles soutiens comme des réussites dans ses jets d'attaque et de défense, et une bête ne peut pas être exaltée. Impact, plus 1 dégât lors d'une action de charge. Ah, quand même, hein. Il est virulent, lui, quand il cible un petit peu, là. Et effectivement, quand il passe exalté, je regarde les différences. Il gagne en défense, donc sur l'esquive, 2 au lieu de 1. Et il gagne également... Alors attendez, hein, 1, 3... Je regarde. Hein. Ouais, il gagne l'étal 1. L'étal 1 sur l'âme silencieuse. C'est plutôt bien, hein, plutôt pas mal. Ok, ça c'est le 3e personnage de la bande. Et on a gardé la meilleure pour la fin. Il s'agit de Crimson Kera. Bagarreuse, c'est une bagarreuse. Ça se voit qu'elle veut fighter. J'adore la posture de cette figurine. Très guerrière, quoi. Hein, donc, mouvement 4, défense de 1 sur du blocage, 3 points de vie. Elle a 2 attaques, donc H griffu, pardon. Donc portée 1, 3 attaques en rupture, et 2 de dégâts si elle touche. Ensuite, elle a assaut berserk avec le mot-clé déchaînement associé, 1 de portée, 4 attaques rupture et 1 dégât si elle réussit son attaque. Lutte, donc pareil, voir la carte de Gorl. Submergée, tant que cette combattante a au moins un marqueur d'âme, elle a plus 1 en mouvement et une bête et ne peut être exaltée. Déchaînement, donc critique, létal 1 et balayage si cette combattante est une bête. Pas mal de trucs à retenir quand même pour gérer cette bande, hein. Même pour un débutant qui va commencer ses games, il va falloir qu'il s'approprie bien tous ces mots-clés, toutes ces petites compétences. Hein. Alors si elle est exaltée, elle perd une attaque, c'est marrant ça, on lui retire l'attaque. Ouais. Par contre, elle gagne fracassant et létal 1. Ouais, c'est ça. Hein. Je regarde en même temps, les amis. Hein, excusez-moi. 1, 4, 1. Je regarde. 1, 3, 2. Ah, c'est marrant. C'est bien la même attaque. Ah non, c'est H griffu. H griffu. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Non, ça... Ouais, donc elle va juste gagner fracassant et létal sur sa première attaque. Mais elle perd sa deuxième attaque. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent?
Tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, elle n'est plus exaltée. Ok, donc elle a lutte. Donc voir la carte de Gorl, hein, une fois de plus. Putain, je perds le focus, excusez-moi les amis. Parce qu'en même temps, je lis ma carte. Hein. C'est pas bien, je sais. Kera la rousse est aussi sauvage et impitoyable qu'un félin affamé. Elle charge l'ennemi en hurlant des malédictions et en frappant si rapidement avec ses haches que l'œil peine à suivre leurs mouvements. Tout un programme. Donc voilà pour la bande de la meute de la noueuse. Très jolie bande, personnellement j'aime beaucoup. On va passer à la deuxième bande donc, de cette boîte, de cette saison 7. Il s'agit des fils de Velmorn. Allez, c'est parti. Alors moi je vous propose de commencer par le leader, hein, donc le roi Morlac Velmorn, qui est là. Bien la bichette. J'adore la posture de cette figurine. Assez majestueuse, qu'on voit que c'est un leader né, quoi. Ouais, tiens, tu vois, il dit, tiens, tu vas le mettre là-bas, là. Attention, vas-y, va lui mettre la misère. Ok. Donc, le roi Morlac Velmorn, qui est leader, et qui n'est pas sorcier, d'ailleurs. Donc, lui, il a un mouvement de 3, une défense sur blocage de 1 et 4 points de vie. Il a une attaque qui s'appelle les lames des tonnerres lugubres. Non, la lame des tombes lugubres. Oh là là, j'ai du mal à lire, moi. Donc, portée 1, attaque rupture à 2, 2 points de dégâts, létal 1. Donc, s'il obtient un critique. Une action d'attaque obtient une touche critique si ce combattant est l'attaquant ou soutient l'attaquant. Du coup, il passe exalté. D'accord? Donc, injonction mortelle, réaction. Après l'activation de ce combattant, donnez-lui un marqueur d'injonction. Tant qu'il a au moins un marqueur d'injonction, il soutient chaque garde des cryptes amis. Retirez ces marqueurs à la fin de la phase d'action. Ouais. Ok. Et quand il passe exalté, qu'est-ce qu'il gagne? Donc 3, 2, 4, ouais, il gagne une défense. Il augmente sa défense et de rupture. C'est ça? Non, de blocage, pardon. C'est symbole bouclier, c'est blocage. Et au niveau de l'attaque, il inflige un dégât supplémentaire. Il passe à 3 dégâts. Ok. Donc lui, voilà, c'est le chef, le leader de cette bande. On va passer à... On va rester dans la famille. Ouais, on va rester à la famille. On va prendre le maréchal Folk Velmorn. Donc c'est celui qui a un casque ailé. C'est celui-là. Folk Velmorn. Voilà les amis, c'est lui. Alors, Folk Velmorn, qu'est-ce qu'on nous dit sur sa carte? Écarte-toi mon ami, fais-lui un peu de place. Le maréchal Folk Velmorn, déplacement de 3, défense à 1, blocage, 3 points de vie, lame de revenant, portée 1, 2 attaques rupture et 1 point de dégâts s'il touche sur critique, il inflige létal 1. Donc une action d'attaque obtient une touche critique si ce combattant est l'attaquant ou soutient l'attaquant, donc il devient exalté. Jalousie de fratrie, réaction après l'étape de pouvoir finale du round, exalter un combattant ami avec cette aptitude. Putain, ça va vite chez eux en fait, je trouve. S'il passe exalté, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Et c'est en attaque sur la lame de revenant, il va lancer 3 attaques, fureur. Avec les épées. Lui, il faut qu'il obtienne les symboles double épée. Et il inflige un dégât supplémentaire. Par contre, quand il est exalté, s'il obtient un critique, il obtient un bouclier. Donnez un pion de garde à ce combattant. Ah ouais. Folk est l'aîné de Velmorn, le général de ses armées et l'héritier du trône de Centaurion. Centaurion. Triste ironie du sort, il est condamné à attendre un couronnement qui n'aura jamais lieu. Comment il s'est fait niquer. Ensuite, Ten le Puiné. C'est lui. Voici Ten le Puiné. Voilà, Ten le Puiné. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Ten le Puiné? Donc, il a 3 de mouvement, une défense blocage, 3 points de vie. Lui, en attaque, il a Vouge de revenant, donc portée 1. 2 attaques en rupture pour 2 points de dégâts. Et s'il obtient le critique, il obtient la capacité de déséquilibreur. Une action d'attaque obtient une touche critique si ce combattant est l'attaquant ou soutient l'attaquant.
C'est marrant, en fait, je lis le texte pour la condition d'exaltation, je la trouve pas très bien écrite, en fait. Hein. Alors, critique déséquilibrée, commotionner la cible, ok, donc on commotionne la cible avec cette capacité en attaque, donc s'il obtient un critique. Et jalousie de fratrie, réaction, après l'étape de pouvoir finale du round, exalter un combattant ami avec cette aptitude. D'accord. Quatrième personnage, Elmar le Hacheur, garde des cryptes, comme Ten le Puiné d'ailleurs. Donc très, très important les mots-clés hein, dans ce jeu. Parce qu'il y a toujours une synergie qui peut se faire. Donc Elmar le Hacheur, déplacement de 3, bon, mouvement de 3, défense, blocage sur 1. 3 points de vie. En attaque, il a hache de revenant, portée 1, 2 attaques en fureur. Et pour 1 point de dégâts. S'il obtient le critique, il fait létal 1. Donc pareil, pour s'exalter, donc qu'est-ce qu'ils disent une action d'attaque obtient une touche critique si ce combattant est l'attaquant ou soutient l'attaquant. Jalousie de fratrie, réaction après l'étape de pouvoir finale du round, exalter un combattant ennemi avec cette aptitude. Chez eux, en fait, l'exaltation, ça arrive vachement vite, en fait. Hein. Et enfin, Sir Gédran Falseborn. Alors, vous avez vu, hein, dans cette bande, en fait, ils sont 5. Hein. Donc, dans la meute de l'âme noueuse, ils sont 4. Et donc, chez les fils de Velmand, il y a 5 combattants. Donc, lui, il est balèze, hein, il a un gros socle. Donc, il y a 3 de mouvement, une défense de blocage et 5 points de vie quand même. Donc, voilà. Et il a grande lame des tombes, portée 1, donc 2 attaques en fureur. Et il met 3 points de dégâts dès qu'il touche. Une action d'attaque obtient une touche critique si ce combattant est l'attaquant ou soutient l'attaquant. Toujours pareil, même condition d'exaltation que ses compères. Là, au moins, c'est pas compliqué. Ser Gédran est le fils illégitime de Velmand, le pauvre, et son garde du corps. Quelle que soit sa taille, tout ennemi qui essaye de s'en prendre au roi est abattu avec une efficacité terrible. Et quand il passe exalté, qu'est-ce qu'il gagne? Ah ouais, bon ben... Donc mouvement, défense et points de vie, ça change pas. Par contre, son attaque, je regarde si ça change. Donc portée 1. Et là, par contre, le symbole d'attaque change. Ce n'est plus la fureur, mais la rupture. Donc le symbole marteau. 2. Toujours pour 3 points de dégâts. Donc tueur, vous pouvez relancer un dé, des jets d'attaque, des actions d'attaque de ce combattant qui cible un combattant imposant. D'accord. Bon, lui, c'est le cas, il est imposant. Donc ça veut dire que si lui tombe, votre adversaire va scorer un point de gloire supplémentaire. Sentinelle éternelle, tant que ce combattant est adjacent à un combattant ami, il le soutient automatiquement. Donc c'est bien ça. Voilà. Donc voici pour la présentation des 2 bandes. Maintenant, je vais vous présenter rapidement quelques éléments de décor et pions objectifs et d'activation que j'avais acquis pour me relancer la hype sur ce jeu. Et voilà les amis, alors je peux pas m'empêcher de vous présenter, oui je sais, c'est impardonnable, donc tous ces éléments sur le plateau de la saison 1 de Shadespire. Parce que je n'accroche pas du tout les plateaux de jeux proposés dans la saison 7, voire les plateaux les plus récents, saison 8, 7, 6 de Warhammer Underworlds. Moi je suis resté bloqué sur... la cité miroir Shadespire, je suis vraiment désolé. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc ça, vous voyez, c'est vrai que je trouvais que cet élément de décor se prêtait très bien donc à la bande des fils de Velmand, des espèces d'anciennes cryptes à l'abandon, en ruine, etc. Donc vous voyez, donc ces éléments de décor, je vais vous dire où je me les suis procurés. C'est via Etsy. Sur le site Mini Monster Shop. D'ailleurs, donc ils sont sur Etsy, mais ils ont aussi leur propre site boutique internet à part. Hein. Mais moi, je passe, je sais pas comme vous, parce que je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix super intéressant. Je passe de plus en plus par Etsy, surtout quand je recherche des proxys ou des éléments de terrain de décor. Puisque j'avais avant, j'ai toujours d'ailleurs, mais malheureusement je l'utilise quasiment plus, investi dans une imprimante 3D à filament, une Creality Ender 3. Alors quand j'étais en maison, ça allait encore puisque j'avais une pièce dédiée dans laquelle je pouvais faire tourner la machine.
Mais malheureusement, bah, entre-temps, bah, malheureusement non, parce que je suis très content où je suis actuellement en appartement. Bon, bah, avec le bordel, et ceux qui ont une imprimante 3D comme la mienne savent de quoi il en retourne. Le bordel enfin, c'est bruyant, c'est pas franchement silencieux. Ça prend énormément de temps. Des petites pièces, moyennes pièces, ça va encore, mais dès que vous voulez attaquer des grosses pièces, si l'impression ne foire pas, parce qu'il faut passer son temps aussi à les régler, il y a énormément de contraintes en fait. Maintenant, les imprimantes résine, je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'au niveau des odeurs, je crois que si j'ai entendu qu'au niveau des odeurs, ça pouvait être aussi assez dérangeant. Donc c'est vrai que quand vous n'avez pas une pièce dédiée pour ça, c'est un peu compliqué à faire tourner chez soi. Donc, je trouve que Etsy offre justement une alternative rapport qualité-prix hyper intéressant. Donc, ce sont ces éléments-là, Monster Shop, donc qui propose des éléments de décor que je trouve, à regarder, hein, de toute façon, venez pas me dire que ça n'a pas été conçu pour. Hein. Voilà, hexagonal. Alors j'espère, ils ont développé quelques éléments de décor comme ça. J'espère qu'ils en feront d'autres, puisque pour agrémenter ces plateaux de jeu Warhammer Underworlds, ou même autres, je trouve que c'est du très très bon produit. Voilà. Du coup, j'en profite pour vous remontrer les pions, les fameux pions d'activation, toujours fournis via cette boutique. Hein. Alors, si le prix vous intéresse, est-ce que je peux vous le fournir? Parce que de mémoire, je l'ai pas. Je vais vous le donner. Ce sont donc... attendez, hein, je l'ai à portée de main. Jetons d'activation. Alors c'est marrant parce que dans le descriptif, c'est bien marqué Nirwood. Donc, depuis la saison 7, à partir de la saison 7, Mini Monster a créé ces éléments de jeu pour compatibles avec Warhammer Underworlds. Nirwood, alors attendez, Nethermez, ils en parlent. Jetons d'activation, Nirwood, Nethermez, jeu de guerre, Warhammer Underworlds, Fantasy. D'accord. Et 7,99 € les 8 jetons d'activation. Voilà. Donc on en a 4 par joueur. Ensuite, j'ai fait, donc ça je vous en ai parlé également, l'acquisition des jetons d'objectifs. Ah, ils sont là. Je vous en... Alors vous voyez, bon ça c'est l'objectif numéro 2. Alors je les ai peints aussi, hein. Donc là le prix c'est 14,99 € et on en a on en a 5 au total. 5 jetons objectifs. Donc je vous ai montré le 2, le numéro 1 que voilà, qui se pose comme ça, vous voyez, sur le plateau, ça le fait. Hein. Ça donne vraiment un super rendu. Le 3, et vous voyez c'est varié à chaque fois. Le 3, le 4, voilà. Des cierges, une croix tombale, et le 5. Là on est plus sur des émeraudes. Voilà. Donc ça, franchement c'est super agréable, ça permet de s'immerger davantage. Sachant que quand on les retourne, vous voyez, ça devient des cases d'objectifs neutres ou couverts comme ils appellent. Ils sont toutes comme ça. Hein. Recto verso. Et voilà. Et les fameuses cases inextricables. Voilà. Les 2 fameuses cases de terrain inextricables dont on nous parle dans les livrets de règles de Nirwood. Donc j'espère qu'ils vont développer davantage. Je trouve que c'est une très très bonne initiative. Et développer davantage. Bon après ça dépendra évidemment des commandes qu'ils ont eues. Hein, si les produits marchent bien, fonctionnent bien. Et cases inextricables, donc pareil, hein, ils appellent ça les jetons hexadécimaux snare. Voilà, et ça coûte 5,99 € les 2. Ça vous donne un ordre d'idée, rapport qualité-prix. Et je termine donc avec le deuxième plateau que j'utiliserai certainement pour avoir des couverts, voilà, pour me faire plaisir, hein, parce que c'est le but du jeu aussi, c'est de faire plaisir, avec la meute de lame noueuse sur le deuxième plateau qui permet de placer des éléments de décor donc 3D pour jouer les obstructions, casser un peu les lignes de vue, etc. quoi. Donc là, vous voyez, pareil, j'ai essayé de coller un petit peu à l'idée d'une meute damoueuse, donc du bois, hein, donc effectivement, donc là c'est de l'impression 3D que j'avais réalisé à l'époque avec ma Creality Ender 3 et ce fameux jeton, voilà, vous voyez, j'ai un petit peu travaillé aussi, hein, parce que
je voulais faire un effet de lumière, vous voyez, qui arrivait de ce côté-ci, en prenant en compte effectivement, on va dire, le rendu de ce plateau de jeu. Donc voilà, et je suis plutôt, visuellement, bah, on va pas se mentir, hein, enfin moi je sais pas, enfin je vais faire quoi, comme on dit, de l'autosatisfaction. Mais je suis trop bon, mais c'est trop bien ce que je me fais à moi-même. Donc bref, c'est vrai que ça donne, on va pas se mentir, ça donne vachement plus envie de ressortir le jeu et d'essayer d'en profiter et de faire connaître et tout ce qui va avec. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Ça fait une grosse vidéo quand même, je pensais pas autant, mais parce que je me suis dit, tiens, allez, prenons un peu de notre temps, montrons un peu la cam. C'est vrai que d'habitude, je vais direct sur les rapports de bataille, puisque je l'ai expliqué par le passé. Il y a des gens qui font des unboxings, il y en a beaucoup, et souvent certains le font mieux que moi, puisqu'ils maîtrisent mieux le jeu, mieux les règles, ils connaissent mieux l'univers. Bon, là, je me dis, bon, ouais, mais après tout, pourquoi pas, moi aussi j'ai droit. Donc je le fais à ma manière. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aurez trouvé le sujet intéressant. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires à ce sujet. N'hésitez pas non plus à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre, à partager, à commenter, comme j'ai dit, hein, donc pour faire connaître la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Un Malentendu, puisque vous dites, tiens, pourquoi pas, après tout, j'avais rien prévu de faire ce jour-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure ludique ou vidéoludique, puisque vous savez que depuis peu, depuis un petit moment, enfin depuis peu, c'est un peu mentir, parce que j'ai commencé Noël dernier à faire un peu de streaming sur les jeux vidéo. Là non plus, je ne cours pas après les nouveautés, parce que je n'aurai jamais le temps, je n'aurai jamais non plus le budget de le faire. On ne peut pas être partout à la fois et avoir les moyens indéfinis. Je suis pas une multinationale pétée de thunes. Donc voilà, je le fais à mon rythme et quand j'ai envie de le faire, et je vous propose, voilà, parce que partager c'est sympa, je vous propose, voilà, à l'occasion, mes dernières réalisations, parce que j'ai envie de partager un moment ludique avec vous. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.